Bonjour tout le monde. Effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter le cas d'un patient. Alors, je vais parler d'un cas de fibrose pulmonaire idiopathique. Certes, je ne vais pas répéter ce qui a été très bien présenté par professeur Luzir et professeur Chibisi hier concernant le diagnostic, la démarche diagnostique et tout. Je vais surtout axer sur la forme particulière évolutive en fait de fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, j'ai quelques conflits d'intérêts à propos de cette présentation. Alors, c'est le cas d'un patient qu'on a suivi dans le service. Il est âgé de 74 ans. C'est un enseignant. Il n'est pas tabagique. Il n'a pas d'exposition particulière, ni professionnelle, ni au domicile. Et il a comme antécédent un rhumatisme articulaire aigu au jeune âge, suivi à l'âge de 20 ans, sans séquelles. C'est un insuffisant coronaire stenté en 2009 sous traitement médical. Et son histoire, en fait, remonte à 2013. Donc, il avait à ce moment-là une dyspnée d'effort, stade 1 MMRC, une toux sèche intermittente et pas d'autres manifestations. Alors, son scanner fait en mars 2014, donc vous voyez cet aspect de distorsion broncho-vasculaire et sissurale avec des bronchectasies par traction. Vous voyez cet épaississement des septa réguliers avec les réticulations, les images en rayon de miel et surtout la distribution au niveau des bases et au niveau des corticales, très peu de verres dépolis. Donc en 2014, c'était un aspect du IP certaine. Alors, un bilan étiologique a été fait. Bon, malgré l'UP certaine, ici il y a la fibro. En fait, la fibro a été faite avant la réalisation du scanner parce que chez nous, au départ, les radiologues, ils étaient vraiment un peu réticents pour faire les scanners avant. Ils préfèrent avoir le maximum de renseignements cliniques avant le scanner. Et donc, moi, maintenant, il accepte de faire le scanner avant la fibro et le LBA. Et donc, la fibro était normale, un lavage broncho-alvéolaire qui était normocellulaire, discrètement neutrophile, et un bilan immunologique qui était négatif, une biopsie labiale sans anomalie. Et sur le plan de retentissement de cette PID sur la fonction respiratoire, il avait une saturation à 95 à l'air ambiant, une spirométrie qui est normale et au test de marche, il n'a pas désaturé avec une bonne distance parcourue. Donc, au résumé, en 2014, le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique sans retentissement sur la fonction respiratoire a été proposé, a été retenu. Et à ce moment-là, on n'avait pas d'antifibrosant disponible en Tunisie. Et donc, le traitement qu'on a proposé pour ce patient était le traitement par IPP pour gérer un reflux éventuel. Et on a préconisé un suivi régulier, clinique et spirométrique. Alors, voilà le suivi spirométrique de ce patient. Vous voyez, de 2014 jusqu'à 2018, il n'y a pas eu d'aggravation vraiment de la fonction respiratoire chez ce patient. Et cliniquement également, il est resté vraiment stable avec une dyspnée stade 1 et une toux sèche qui n'était pas très gênante. Donc, il a continué à travailler normalement. Alors, en avril 2020, il revient parce qu'il y a eu une aggravation des symptômes. Donc, la dyspnée qui commence à devenir stade 2, MMRC, une toux qui le gêne, c'est une toux vraiment quinteuse et gênante. Et à ce moment-là, donc le malade, lorsqu'il est venu en 2020, il avait un état général conservé, il avait une saturation qui était stable, donc c'est la même 95 comme en 2014. Des râles crépitants, il n'y avait pas d'hypocratisme digital et puis le reste de l'examen était sans particularité. Alors, la comparaison de scanner 2014-2021 montre que donc c'est toujours l'aspect du IP, mais il y a une extension des lésions de fibrose et surtout les zones où il y avait le verre dépoli, c'était remplacé par l'aspect en rayon de miel, surtout prédominant au niveau des bases et au niveau des périphéries. Donc, il y a une aggravation de la fibrose sur le scanner entre 2014 et 2021. Là aussi, donc vous voyez au niveau des bases, l'aggravation de ce rayon de miel par rapport à 2014. Alors, sur le plan fonctionnel, là aussi, il y a eu une aggravation. Bon, pour le test de marche, donc il n'y a pas de désaturation. Les gaz du sang sont normaux. Mais sur le plan spirométrique, vous voyez, malgré que les chiffres ici paraissent normaux, mais il y a une diminution de tous les paramètres de la spirométrie en 2020 par rapport donc à 2018.
Et regardez, on n'avait pas auparavant, parce qu'il y avait un problème au niveau de notre laboratoire d'exploration fonctionnelle, donc il n'avait pas de valeurs antérieures de capacité pulmonaire totale et de DLCO, mais quand même, les valeurs de fin 2020, il y avait quand même une baisse de la capacité pulmonaire totale et une baisse importante de la diffusion donc alvéolo-capillaire à 63%. Alors, un bilan cardiaque était sans anomalie. Et sur le plan biologique, on a tout refait chez ce patient, entre autres le bilan étiologique pour vérifier le caractère idiopathique. Effectivement, un bilan immunologique exhaustif n'a rien montré de particulier. Donc, en résumé, c'est un cas donc de fibrose pulmonaire idiopathique, mais qui est particulier par son évolution qui est très lente depuis 2013 jusqu'à 2020. Donc, c'est un malade qui est resté stable 8 ou 9 ans. Et l'aggravation, elle n'est que récente, donc une aggravation clinique, la dyspnée qui s'aggrave devient stade 2, mais ce n'est pas l'aggravation vraiment ou la dyspnée de repos, etc. Donc, c'est une dyspnée de stade 1, elle est passée à un stade 2. Et une aggravation sur la fonction respiratoire également par rapport au stade du moment du diagnostic. Donc, alors maintenant, en 2021, donc avec la disponibilité de l'antifibrosant en Tunisie, donc on a des RCP qui sont maintenant bien individualisés. En Tunisie, 4 RCP, 2 au Grand Tunis et un au centre et une autre au sud. Et le malade a été présenté donc en réunion de concertation pluridisciplinaire et le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique a été validé. C'est important donc de vraiment valider le diagnostic lors d'une discussion multidisciplinaire pour la fibrose pulmonaire idiopathique vu la difficulté diagnostique de cette maladie. Et bien sûr, il n'y avait pas une indication à la biopsie pulmonaire chirurgicale puisqu'on était face à un tableau, donc à une présentation, à un pattern UIP certaine, et l'indication d'antifibrosant était posée au cours de cette discussion multidisciplinaire. Et c'est tout à fait logique puisque les antifibrosants, c'est le seul traitement qui est recommandé actuellement pour le traitement de la fibrose pulmonaire, puisque les corticoïdes, les immunosuppresseurs, tout ce qu'on utilisait auparavant, n'ont plus de place pour le traitement de fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, qu'en est-il de la situation des antifibrosants en Tunisie? C'est tout récent. L'AMM, c'est 2020 et la mise au marché, c'est avril 2021. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas remboursé par la CNAM. La SMRA, vraiment, elle est en train de faire un effort auprès des responsables de la CNAM pour introduire les antifibrosants dans la nomenclature des médicaments de la CNAM. Mais quand même, nos malades, nous avons 8 malades à peu près maintenant qui ont eu l'antifibrosant par recours au ministère des Affaires sociales. Donc, en pratique, le dépôt se fait initialement au niveau de la CNAM, il y a un rejet, puis recours au ministère des Affaires sociales qui vont resoumettre à la CNAM et après une expertise, on a une dizaine de malades qui ont eu l'antifibrosant, chose qui n'est pas mal quand même pour un début. Alors, la question que je voulais discuter avec vous, c'est que si on avait l'antifibrosant en 2014, avec un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, est-ce que ce patient aurait dû être mis sous antifibrosant alors qu'il n'y avait pas de retentissement fonctionnel, il était très peu symptomatique. Alors, pourquoi je me pose cette question? Vous savez que les malades qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, il y a 3 groupes de patients. Donc, il y a des patients où la progression est très rapide et d'emblée, c'est des malades qui évoluent rapidement vers l'insuffisance respiratoire chronique et même le stade d'oxygénodépendance. D'autres qui restent stables vraiment des années et d'autres qui ont une progression qui est lente. Certes, pour ces formes-là, ils font des exacerbations aiguës qui vont aggraver l'évolution, donc la vitesse d'évolution de leur maladie. Donc, notre patient, en fait, c'est un malade qui était stable, mais après, donc, il y a cette aggravation récente. Alors, est-ce qu'il fallait démarrer le traitement depuis 2013 ou mars 2014 si on avait les antifibrosants?
Je pense que dans les recommandations, le moment opportun pour commencer les antifibrosants, c'est pas très bien précisé. Bien que il y a eu des études qui ont essayé à répondre à cette question et il y a eu l'analyse post-hoc des essais Impulsis. Ils ont pris en fait les patients de la cohorte, donc Impulsis 1 et 2, et ils ont divisé les malades en deux groupes, ceux qui avaient au moment de l'inclusion une capacité vitale supérieure à 90 et un deuxième groupe où la capacité vitale, chez qui la capacité vitale était inférieure à 90. Ils ont noté qu'il n'y a pas eu de différence en termes d'amélioration donc de la vitesse de déclin donc de la capacité vitale forcée, et même le groupe qui avait une capacité vitale supérieure à 90% avait une réponse même meilleure, mais sans différence significative. Autrement dit, même à un stade précoce de la FPI, donc il y a un bénéfice donc après à indiquer l'antifibrosant. Bon, il n'y a eu que cette analyse post-hoc. Il n'y a pas eu des études qui ont ciblé dans l'objectif principal était de voir donc l'efficacité ou l'indication donc à un stade très précoce de la maladie. Je pense que l'indication doit tenir compte de plusieurs facteurs. Il y a l'âge du patient, il y a les comorbidités associées, il y a le problème économique, mais il y a également la plainte du patient, sa volonté à recevoir un traitement s'il est vraiment gêné cliniquement. Et d'ailleurs, dans les recommandations, on ne voit pas clair quand est-ce qu'il faut démarrer. Bon, ils disent que ils suggèrent le nintédanib chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. Et là, on voit que c'est indiqué dans les formes légères à modérées, chez qui, donc, qui sont définies par une capacité vitale forcée supérieure à 50% et une DLCO supérieure à 30%. En fait, c'est les critères d'inclusion des malades dans les essais cliniques. Mais est-ce que pour les patients, c'est pour cela que ce genre de patients doivent être vraiment discutés lors d'une discussion multidisciplinaire. C'est très important parce que c'est pas clair dans les recommandations le moment opportun pour démarrer un traitement. Et vraiment, la question reste ouverte et vraiment, j'aimerais bien qu'on discute ensemble sur ce point-là parce que je me suis dit, si mon patient avait donc la chance de recevoir l'antifibrosant en 2014, est-ce que ça aurait une bonne indication ou pas? Parce que pour les patients peu symptomatiques qui n'ont pas de fonction respiratoire, de retentissement sur la fonction respiratoire, est-ce que dès qu'on pose le diagnostic de FPI, est-ce que vraiment il faut les mettre sous traitement? Et on sait tous quand même qu'il faut une surveillance, le bilan hépatique, etc. C'est une question qui mérite une réponse, mais d'ici là, je pense que c'est important. C'est vrai, il y a les antifibrosants, ils ont un effet démontré sur la progression de la maladie, mais bien sûr, il ne faut pas oublier de traiter tous les autres problèmes autour de la fibrose pulmonaire, les comorbidités souvent fréquentes, vu la fréquence de la maladie qui augmente avec l'âge et donc la présence de comorbidités, les symptômes liés à cette maladie, notamment la toux, le reflux qui est souvent associé. Proposer de façon précoce un programme de réhabilitation, vraiment, c'est très bénéfique sur au moins les symptômes du patient.